Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce dernier plateau repas consacré à l'exploration spatiale et au projet de voyage habité sur la planète Mars, avec notamment, pour préparer cet avenir plus ou moins proche, eh bien, des expériences menées dans l'ISS, des expériences qui évidemment peuvent trouver une résonance sur Terre également. Alors nous allons parler de différentes problématiques, notamment liées aux radiations, liées à l'habitat, liées à l'autonomie, l'autosuffisance, comment vivre dans un milieu où il n'y a pas d'air, où il n'y a pas d'eau. Ce sont des thématiques sur lesquelles vont intervenir Michel Viseau, qui est responsable de l'exobiologie au CNES. Il étudie donc la vie dans l'univers, de son apparition sur Terre à son éventualité dans et au-delà de notre système solaire. Et puis Sylvain Girard, qui est enseignant-chercheur à l'Université Jean Monnet, membre du laboratoire Hubert Curien, Université Jean Monnet Saint-Étienne CNRS, et qui a travaillé sur Lumina. Lumina, il s'agit d'un dosimètre à fibre optique destiné eh bien, à mesurer les radiations à l'intérieur de l'ISS. Et puis on accueille aussi Marie Daniélé, qui fait partie de l'équipe Proton, qui est médiatrice scientifique. Marie eh bien, a animé un certain nombre et conçu un certain nombre d'ateliers, notamment autour de Mars. Alors, lorsque nous avons préparé cette rencontre avec Michel Viseau et Sylvain Girard, eh bien, on a parlé des risques de l'être humain propulsé dans l'espace. On n'est pas fait pour ça. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que c'est carrément hostile? Pour l'instant, il y a des êtres humains qui sont à 400 km au-dessus de nous, qui sont déjà, eux, dans un milieu qui n'est pas tout à fait normal. Et on va tout de suite parler des radiations, parce que les radiations sont un élément majeur de risque pour l'être humain dans l'espace. Alors, avant de parler de ces radiations et de ce que vous faites pour les mesurer, notamment, Sylvain Girard, je propose de laisser tout de suite la place et la parole à Marie, parce que justement, les radiations, elle en a parlé lors de l'un de ses ateliers. Marie, c'est à toi. Merci Christine. Oui, du coup, j'ai pu animer à la Rotonde 2 ateliers sur une thématique qui s'appelle Survivre sur Mars. Et donc, c'est à destination des enfants entre 8 et 12 ans. Et l'objectif, c'est de construire une base pour des scientifiques qui seraient sur Mars, mais pour réaliser des expériences. Donc, on parle des conditions difficiles pour l'être humain de survivre, d'habiter sur Mars. Et ensuite, ils réfléchissent en petits groupes pour construire cette base. Alors, on a fait 2 versions, une version numérique quand on ne pouvait pas accueillir du public et une version en présentiel. Là, je vais vous montrer un exemple d'une base réalisée par un enfant. Du coup, c'était la base d'Helio. Alors, on était en format numérique, donc ils ont modélisé sur Tinkercad leur base pour les scientifiques sur Mars. Et en fait, la problématique des radiations, et ça embêtait vraiment Helio. Et du coup, il a décidé de faire sa base en grande majorité, en grande partie souterraine. C'est-à-dire que là, le niveau bleu, donc c'est le niveau du sol. Et donc, il a imaginé un système d'ascenseur où on descendrait, et on serait protégé des radiations en vivant du coup sous terre, avec une partie là qui est un très grand dôme transparent, là, qui correspondait à un endroit où on pouvait cultiver des plantes avec du coup des lumières insérées sous terre et vraiment maîtriser tout le cycle de vie de la plante pour produire de la nourriture. Et de l'autre côté, la partie noire, c'était l'endroit où les scientifiques dormaient et du coup pouvaient aussi se reposer. Et en hauteur, donc pour alimenter la base, un champ de panneaux solaires ainsi que des réserves d'eau semi-enterrées avec un système pour garder l'eau sous pression pour qu'elle reste liquide. Donc voici la proposition d'Helio par rapport aux radiations. Merci beaucoup Marie. Donc on voit l'ingéniosité de cette proposition qui déjà aborde d'autres questions, celle de l'habitat et celle finalement de la production en termes d'autonomie alimentaire avec un coin potager, si on peut dire, souterrain et potager. Sur cette proposition d'Helio qui était de dire, pour protéger les êtres humains des radiations, finalement, enterrons-nous.
je ne sais pas si on peut dire emmarsons-nous, enfin voilà, c'est un petit peu l'idée. Ça va peut-être nous amener aux radiations. Alors déjà, avant de voir si en se mettant X mètres de terre au-dessus de la tête, est-ce qu'on est protégé? Déjà, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'environnement en termes de radiation d'une propulsion comme ça dans l'espace, dans l'ISS et puis aussi sur Mars? Effectivement, dans l'espace, il y a beaucoup de radiation. Donc, c'est des particules qui sont en général fortement énergétiques. Donc, ça veut dire qu'elles vont pouvoir pénétrer assez facilement dans la matière et qu'il faut beaucoup de matière pour se protéger des radiations. Donc, certaines viennent d'autres galaxies. D'autres proviennent en fait du rayonnement solaire qui va également fournir des particules, donc essentiellement des ions et des électrons. Et on a la chance sur Terre en fait d'être protégé des radiations spatiales, notamment grâce à notre champ magnétique qui a fait que des ceintures se sont formées autour de la Terre et piègent les radiations. Donc sur Terre et dans l'ISS, on reste très protégé des radiations spatiales. Donc c'est des environnements qui sont, on va dire, tout à fait compatibles avec la vie humaine. Quand on monte en altitude, le niveau de radiation augmente un petit peu. Donc on va avoir un peu plus de radiation quand on prend l'avion ou quand on se trouve au sommet d'une montagne. Et de la même façon, les astronautes, quand ils vont dans la Station spatiale internationale, ils ont un niveau de radiation qui sera aussi un peu plus important. Donc typiquement, c'est comme s'ils restaient dans un avion en fait plus ou moins toute la journée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et ensuite, quand on s'éloigne de la Terre et qu'on va sur la Lune ou sur Mars, on va beaucoup moins bénéficier de ces protections-là, donc du champ magnétique terrestre. Et donc, on a une contrainte radiative qu'on appelle, c'est-à-dire un risque radiation qui va être plus important. Et donc là, toute la question encore, et il y a beaucoup d'expériences qui sont faites, c'est de savoir d'abord comment caractériser ce niveau de radiation, donc à la fois sur la Lune, par exemple, ou sur Mars, et ensuite trouver des moyens pour essayer de protéger au mieux les astronautes pour qu'une mission spatiale soit sans conséquence sur la santé, parce qu'on sait tous, les radiations peuvent amener à favoriser l'apparition de cancer ou de choses comme ça. Donc, tant que c'est des niveaux qui restent faibles, ça reste un risque qui est minime ou qu'on ne sait même pas quantifier. Par contre, si le niveau de radiation est trop important, alors là, il y a un risque vraiment pour le corps humain et il faut éviter ce risque. Alors, Sylvain Girard, là, vous nous disiez que effectivement, être dans l'ISS, c'est déjà être dans les mêmes conditions qu'un pilote ou que du personnel, ou même des passagers d'ailleurs, qui seraient dans un avion à haute altitude, mais tout le temps, finalement. Pour ce qui est de la surface de Mars, Michel Viseau, vous faisiez le parallèle avec le nombre de radiographies auxquelles ça pourrait équivaloir. Oui, sur Mars, donc, il y a un scientifique américain qui a dit que, grosso modo, les radiations que l'on recevait sur Mars, c'était à peu près l'équivalent d'une trentaine de radiographies quotidiennes. Ça me semble un peu élevé, mais enfin bon, c'est quand même important puisqu'il y a les facteurs qui ont été présentés par Sylvain et qui ne nous protègent plus, bien entendu. Et sur Mars, en plus, il y a une atmosphère extrêmement ténue qui n'a pas le même rôle de protection que notre atmosphère qui est relativement dense. Et donc, ça fait beaucoup pour des séjours longs. Bien entendu, quand on est en orbite, en dehors des ceintures de Van Allen, dont Sylvain a parlé, on est pleinement exposé aux radiations, sauf qu'on est un petit peu protégé, notamment pour les rayons X, par l'enveloppe du vaisseau spatial lui-même. Et donc, sur Mars, on va être aussi assez protégé par l'habitat dans lequel on va résider, ce qui n'est pas forcément le cas si on vit dans des habitats souples, lorsqu'on passe beaucoup de temps dans les scaphandres. Donc, dès l'instant où on quitte la Terre, on augmente, qu'on le veuille ou non, le risque radiatif. Je crois que ça, c'est quand même une notion qu'il faut avoir et dans laquelle il faut se protéger. Il y a un deuxième risque qui est extrêmement important, que ça soit sur Mars, que ça soit sur la Lune d'ailleurs, ou que ça soit dans les vaisseaux spatiaux, c'est les cas d'irruption solaire qui vont provoquer d'énormes jets de particules et de rayonnements qui peuvent être ce que l'on appelle létaux, c'est-à-dire que ça peut effectivement provoquer la mort de la personne. Et donc, c'est un des défis auxquels on doit faire face pour envoyer des hommes vers Mars ou occuper pendant très longtemps la Lune. C'est être sûr qu'il n'y a pas d'éruption solaire majeure, massive, qui risquerait de nous mettre en péril. Est-ce que ces éruptions solaires, est-ce qu'elles ont un impact aussi sur l'ISS?
Est-ce que ce sont des données sur lesquelles vous avez déjà des éléments? Alors, l'ISS, elle est très basse. Hein. L'ISS, elle est à 300 km d'altitude, entre 300 et 500 km d'altitude. Hein. Donc, elle est très basse par rapport à ce qu'on appelle la magnétosphère. Alors, bien sûr, on n'est pas protégé on n'est pas protégé par l'atmosphère quand on est dans la Station spatiale internationale, mais on est extrêmement protégé par la magnétosphère terrestre. Enfin, si Sylvain ne me contredit pas, hein, on a quand même cet avantage. Donc, elle est très très basse. Hein. 500 km, c'est Paris-Lyon, hein, c'est pas des milliers de kilomètres. C'est pas. Alors, ces éruptions solaires, elles posent des problèmes, notamment au niveau de l'orbite géostationnaire, par exemple, pour les satellites qui sont très éloignés de la Terre. C'est l'un des objectifs de l'expérience Lumina qu'on est en train de faire dans l'ISS. C'est de montrer qu'on arrive à détecter des niveaux de radiation qui sont suffisamment faibles pour pouvoir se projeter un peu dans des missions d'exploration plus lointaines, où en fait, quand il y a une éruption solaire, un peu comme un tsunami, juste avant que la grosse vague de radiation arrive, on voit en fait une petite élévation du niveau de radiation. Et donc, c'est l'objectif du capteur qu'on essaye de développer, c'est de pouvoir mesurer ce très faible niveau de radiation et cette augmentation qui, en général, arrive à peu près 1 heure avant l'éruption solaire, ce qui laisserait le temps aux astronautes d'aller dans la partie la plus blindée du vaisseau. Une des choses qu'on a vues aussi pour Mars, c'est que les éruptions solaires, en fait, ne partent pas dans toutes les directions. On peut avoir une éruption qui partirait en direction, par exemple, du vaisseau et qu'on ne verrait pas depuis la Terre. Donc, il faut avoir un système qui soit apte à fonctionner, si possible, à l'intérieur du vaisseau pour pouvoir prévenir de manière autonome, en quelque sorte, les astronautes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce dispositif de Lumina, en fait? Lumina, c'est un démonstrateur que Thomas Pesquet va installer en août dans la Station spatiale internationale. Donc, c'est un projet qui est fait en collaboration avec les équipes du CADMOS, du CNES, le CERN, la société X-Blue et l'université. Donc, notre objectif, en fait, c'est d'utiliser une nouvelle technologie de capteurs qui sont basés sur des fibres optiques. Alors, c'est des fibres optiques qui ressemblent à celles qu'on a dans les réseaux pour Internet, mais qui ont été judicieusement choisies, en fait, pour que dès qu'elles soient impactées par les radiations, elles vont perdre la capacité de transmettre la lumière. Et après avoir bien calibré la fibre, on peut, tout simplement en mesurant la luminosité en bout de fibre, remonter au niveau de radiation. Donc, ça permet de faire un système qui soit assez simple, autonome. Et un des avantages aussi, c'est que ce système-là mesure vraiment la dose de radiation, donc ce qui est important pour quantifier le niveau de radiation, quel que soit le type de particules. Et ça, c'est un peu une des spécificités du capteur qu'on fait. Alors, il a des avantages et des inconvénients, mais on va dire, quel que soit l'environnement dans lequel on l'envoie, il va toujours donner la dose de radiation qui a été reçue par la fibre. Et donc, si la fibre est positionnée proche des astronautes, ça renseigne sur le risque pour eux, en fait. Est-ce que, sans évidemment rentrer dans la haute technicité qui ferait qu'on ne comprendrait pas, est-ce que vous pouvez décortiquer un petit peu comment vous êtes arrivé à mettre au point ce système? Historiquement, nous, on essaye plutôt de faire des systèmes qui résistent aux radiations, parce qu'on a bien compris que c'était un risque. Et comme toujours, on a trouvé des fois des choses qui ne marchaient pas en radiation, donc qui étaient très sensibles. Et ça fait maintenant quelques années, typiquement 5-6 ans, qu'on a décidé au contraire d'aller finalement exploiter les faiblesses de ces fibres-là pour en faire au début des détecteurs de radiation. Et puis finalement, en améliorant, on peut même mesurer le niveau de radiation. Donc, ce qui a vraiment entraîné un fort développement pour nous de cette activité, c'est qu'on collabore avec le CERN aussi pour instrumenter en fait le LHC, donc le Large Hadron Collider, qui est le grand accélérateur à Genève. Et en fait, on a vraiment poussé la technologie très très loin pour faire un système qui a été installé cette année tout au long des accélérateurs. Et du coup, l'idée, ensuite, en discussion avec le CNES, ça a été de voir si on pouvait en quelque sorte spatialiser cette technologie, c'est-à-dire en faire un système qui soit plus petit, plus compact, capable de mesurer de plus faibles doses pour pouvoir être envoyé dans l'espace et, si possible, élargir la gamme d'options qu'on a pour surveiller les environnements spatiaux, en fait, et faire de la mesure. Ce que vous nous disiez aussi, c'est que les données arrivent avec 1 heure de possibilité pour l'équipage de se mettre dans une autre partie de l'habitat. Est-ce qu'il y a une partie justement de l'ISS qui est conçue pour protéger un peu plus ceux qui habitent dans la station? Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a un temps d'autonomie qui est prévu ou pas? Comment ça se passe?
Alors ça, Michel doit le savoir peut-être mieux que moi, mais je pense que le risque est évalué. Donc, il doit y avoir des zones qui sont plus blindées, sachant que l'ISS est déjà assez épaisse en termes, donc offre déjà une protection très importante. Il doit y avoir des zones qui sont plus blindées dans l'ISS, c'est certain. Et au niveau du risque radiatif, je pense que c'est minimisé en limitant la durée des missions des astronautes à 6 mois. Et au bout de 6 mois, ils reçoivent une dose de radiation qui est certes bien plus élevée que ce qu'on aura sur Terre, un peu plus, on va dire, comparable à des gens qui travaillent dans le domaine du nucléaire sur Terre, ou un peu plus élevée, mais dont on sait qu'elle est sans risque pour la santé, même à long terme, en fait. Il y a des endroits qui sont un peu plus protégés parce qu'ils sont plus centraux, parce qu'ils sont un peu plus épais, ça dépend un peu de la construction. Les Russes, les modules russes sont en aluminium un peu léger, les modules américains et européens sont peut-être un peu plus importants. Mais on considère qu'il n'y a pas de risque très important aigu. Aigu, ça veut dire immédiat. Dans l'heure, il va mourir. Et s'il y avait un risque avéré à moyen terme, leur seule solution, c'est de revenir sur Terre. Et ce n'est pas la raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles il y a toujours autant de place dans les vaisseaux de retour que dans les chaloupes de sauvetage que sont les vaisseaux qui sont amarrés à la station. Ça, c'est un premier point. Et en cas d'urgence, les gens reviennent. Le danger, il est vraiment lorsqu'on sort des ceintures de Van Allen, lorsqu'on sort de la protection de la magnétosphère terrestre et que l'on va notamment vers la Lune et vers Mars. Et là, un des défis, c'est justement d'avoir ce qu'on appelle un abri sûr, un safe haven à l'intérieur du vaisseau qui serait blindé astucieusement avec d'une part probablement des éléments métalliques relativement lourds, mais aussi pour se protéger des neutrons avec des éléments riches en hydrogène, notamment par exemple avec de l'eau. Ça pourrait être des réserves d'eau, par exemple, qui seraient une sorte on ferait une boule à l'intérieur des réserves d'eau, ou un réservoir d'eau sphérique ou circulaire ou je ne sais comment. Et donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce genre de protection. Et c'est un défi sur lequel, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, il y a beaucoup de dessins qui sortent. Sur le plan pratique, on n'a quand même pas testé grand-chose jusqu'à présent, mais sur Terre, on a des radiations, on a les moyens de faire ces choses-là sur Terre et de les tester. Alors, il y a eu une question qui est apparue dans le chat là, sur la protection avec un rayonnement, avec un champ magnétique très très fort. C'est sûrement valable pour des rayonnements magnétiques pour des rayonnements radioactifs de type particulière, sauf si c'est des neutrons. Et en plus, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de masse pour faire des champs magnétiques. Si on prend l'exemple d'un système de tomographie par résonance magnétique nucléaire, c'est un énorme électroaimant. La masse totale de l'électroaimant, c'est absolument énorme. En plus, ça, il faut les refroidir à l'hélium parce qu'autrement, ils chauffent trop parce qu'on dissipe trop d'énergie. Donc, le champ magnétique, à ma connaissance, dans l'état actuel de nos connaissances, n'est pas une solution pour se protéger des radiations, pour protéger quelque chose d'assez massif, je dirais, de quoi abriter 3-4 personnes pendant une semaine. On ne voit pas comment on pourrait mettre ça dans un champ magnétique. Et enfin, il n'est pas prouvé que la vie continue dans un champ magnétique très intense soit très, très bon sur le plan de la santé humaine. Alors, pour revenir à la proposition d'Hélios dans l'atelier mené par Marie, qui lui envisageait un ascenseur et puis une vie souterraine qui mettait à l'abri, par superposition finalement des couches terrestres, qui mettait à l'abri les astronautes des radiations, science-fiction totale ou pourquoi pas un des possibles? Pour les missions lunaires, c'est envisagé d'utiliser la régolithe, qui est la croûte de la Lune, pour offrir une protection supplémentaire. Après, c'est ce qu'on appelle le blindage, c'est-à-dire mettre des matériaux pour se protéger des radiations. C'est aussi un art difficile. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de simulations qui sont faites ou des choses comme ça, parce qu'on peut générer des particules qu'on appelle secondaires. Et finalement, on arrête des particules, mais on en génère des nouvelles qui peuvent être parfois encore plus mauvaises que les particules primaires. Donc, c'est pour ça, alors ça, je ne sais pas si Michel pourra confirmer, mais j'avais lu dans un article que typiquement, l'épaisseur un peu optimale pour la Lune, ça serait environ 80 cm à 1 mètre d'épaisseur pour, on va dire, avoir une protection qui n'est pas totale, mais qui serait déjà très utile pour réduire le risque. Plus l'élément est lourd,
plus ça protège contre beaucoup de radiations. Je ne parle pas des neutrons qui sont un peu à part parce qu'ils vont devenir des éléments légers de l'hydrogène. Mais d'une façon générale. Donc, c'est pour ça que le plomb est considéré comme un excellent blindage. Le problème, c'est qu'on ne va pas amener des tonnes de plomb sur la Lune et il n'y a pas de tonnes de plomb à extraire de la Lune. Donc, on va prendre ce avec quoi on se protège, c'est essentiellement du silicate, de la silice. Donc, effectivement, on estime qu'avec 70 et 1 mètre de silice, on arrive à se protéger contre la plupart des radiations, notamment les radiations particulaires, et probablement une grosse partie aussi des rayons gamma, avec l'intensité avec laquelle ils sont émis par le Soleil. Donc, on estime effectivement que ça, c'est une bonne protection, et en estimant qu'il n'y a pas de radioactivité résiduelle dans ce que l'on va mettre dessus, dans le régolithe lui-même, parce que tout ce qui nous entoure est quand même très légèrement radioactif. Si on rassemble tout, on peut avoir des embêtements à un moment donné. Donc, voilà, donc effectivement, c'est ce genre de choses. Est-ce qu'il faut creuser très, très profond? Alors, il y a des gens qui ont fait cette hypothèse. Il y a ce qu'on appelle les tubes de lave aussi, ce qu'on appelle des lavatubes en anglais, qui sont donc des cavités naturelles formées par la rétraction de la lave dans les systèmes volcaniques. Or, sur la Lune, il y a des tubes de lave. Sur Mars, on pense qu'il y a des tubes de lave. Maintenant, oui, c'est des protections, mais il faut quand même les équiper. Je ne suis pas sûr que ce soit pas plus simple de creuser que d'équiper un tube de lave. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Est-ce que c'est nécessaire ou indispensable? Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de descendre beaucoup. Par contre, qu'on ait un habitat qui soit partiellement souterrain, notamment pour protéger les gens et qui puissent, lorsqu'ils passent, par exemple les chambres, on pourrait très bien les envisager, là où on va passer 8 heures totalement inactifs, on pourrait tout à fait envisager que ça soit souterrain pour avoir une protection supplémentaire. Si on ne veut pas transporter du régolithe en permanence et avoir des structures légères à la surface. Donc, un habitat mixte, ça ne serait pas forcément quelque chose à ne pas envisager. Est-ce qu'il faut descendre à plusieurs dizaines de mètres? Je ne pense pas que ce soit indispensable, mais là, je pense que Sylvain pourrait en dire plus. Mais je pense que le silicate, d'une façon générale, donc le caillou, pour faire simple, ou la poudre de caillou, est suffisante pour protéger quand même avec quelques centimètres, Oui, un mètre, en général, les radiations actuelles. La difficulté, c'est que l'arrêt, on va dire la capacité d'arrêter les particules est pas, on va dire, on n'augmente pas linéairement avec l'épaisseur. Donc, on arrive très bien à arrêter au début. Puis après, pour gagner un petit peu plus, il faut vraiment en rajouter de plus en plus. Et ça vaut pas forcément le coup. Mais par exemple, sur la Lune, typiquement, on peut penser pour une mission de 2 mois, ce qui est quand même une mission assez longue, d'après les derniers articles qui sont parus, notamment suite à l'exploration d'une sonde chinoise, on n'aurait pas besoin de protection particulière tant qu'il n'y a pas de tempête solaire, bien sûr. On va dire les niveaux de radiation seraient à peu près comparables à 2-3 fois ce qui est autorisé pour un travailleur du nucléaire sur Terre. Une des difficultés peut-être aussi sur, par exemple, Mars, c'est que forcément la durée de la mission sera plus longue. Oui. Parce qu'il faut le temps d'y aller et d'attendre qu'on se rapproche de Mars, et de rester sur place et de revenir. Donc, je crois que c'est au moins, en général, c'est 2 ans ou quelque chose comme ça de mission. C'est plutôt près de 3 ans, pratiquement 7 mois pour y aller. Puis après, la géométrie fait qu'il faut rester pratiquement 1 an et demi sur place. Et puis 7 mois pour revenir, entre 2 ans et demi et 3 ans, je dirais, grosso modo. Les radiations, ce qui est dur à bloquer, c'est l'énergie. Donc, celles de faible énergie, on les bloque assez rapidement. Celles de haute énergie, on les bloque plus difficilement. Et donc, il y a toujours un résidu. C'est pas une porte qu'on ouvre et qu'on ferme. C'est toujours quelque chose de très progressif. La première chose. Et deuxièmement, c'est la durée d'exposition. Là, tous les gens qui font de la médecine nucléaire le savent bien. C'est que, bon, si ça ne tue pas tout de suite, l'important, c'est combien de temps on reste exposé. Simplifié. Et donc, les missions courtes, on arrive à les gérer, je pense. Les missions sur la station spatiale, puis la plus longue, elle a fait 400 jours. Et je pense que la personne qui a passé le plus de temps dans l'espace, oui, c'est 450 jours, quelque chose comme ça, donc en plusieurs fois. Aller à 600, 900 jours, ça commence, c'est déjà un pas très important. Et la durée d'exposition est un facteur de risque très important. Le problème, c'est qu'on n'a pas de statistiques parce qu'on a eu 500 astronautes qui sont partis, mais des astronautes qui ont passé plus de 6 mois dans l'espace, il y en a peut-être moins de 60 ou moins de 100. Et donc, c'est difficile de faire de l'épidémiologie avec moins de 100 personnes et dire non, il n'y a pas de risque, ou au contraire, les risques sont importants.
Donc, il faut faire très attention à ça. C'est qu'actuellement, on n'a pas. Alors, on ne peut pas envoyer des centaines d'astronautes comme cobayes, quand même. Ce n'est pas l'objectif. On est obligé de se fonder sur les connaissances et d'extrapoler à partir des connaissances qui sont développées, notamment par les gens qui travaillent dans le nucléaire et puis les gens comme Sylvain, personnes comme Sylvain qui travaillent dans le domaine et qui le connaissent parfaitement. Alors, donc, il y a cette question évidemment des radiations, et puis vous avez commencé à parler des vols longs, donc effectivement, il faut pouvoir vivre. Vivre, c'est se protéger au maximum au niveau de la santé, c'est aussi se nourrir, c'est aussi habiter. Donc, on a vu déjà avec l'image proposée par Marie, un jeune enfant qui pensait beaucoup de choses, dont l'habitat, la partie habitat qui était enterrée, donc vous avez évoqué que ça pourrait être finalement pas mal comme idée. On va voir avec Marie un autre volet donc, de son atelier. Là, cette fois-ci, il s'agit plus de savoir comment cultiver, comment produire, comment aller vers une sorte d'autonomie, d'autosuffisance alimentaire. Alors là, c'était pour le coup une classe en présentiel. Donc, ils ont réalisé une petite maquette de base. Donc, ils avaient chacune une partie de la maquette à réaliser. Et pour la partie alimentation, je vais faire un petit focus. Alors, au début, il y avait seulement des plantes sous le dôme. Et ensuite, quand même, ils ont commencé à dire oui, mais pourquoi on ne pourrait pas emmener des animaux? Et pourquoi on ne pourrait pas emmener des insectes? Parce qu'il faut polliniser les plantes, on ne va pas le faire à la main. Et du coup, on a discuté de comment est-ce qu'on fait pour emmener des animaux? Ça va être compliqué quand même. Est-ce qu'on emmène des embryons? Comment est-ce qu'on fait pour faire reproduire tous ces animaux? Donc, bon, on a débattu, mais au final, ils voulaient quand même qu'il y ait des animaux. Ça leur importait. Et si on a discuté du fait que il faut nourrir les animaux et en plus les humains en plus et faire reproduire les animaux. Donc, ils nous ont mis des petites plantes, des animaux avec des insectes pollinisés, sous un dôme transparent, mais qui fait quand même, qui protège quand même, donc qui laisse passer la lumière, mais qui protège quand même les plantes et des radiations, avec un système du coup de glace carbonique qui était un forage de glace carbonique, qui ensuite est fondu pour du coup arroser la serre. Et l'eau est maintenue sous pression avec un réservoir aussi à dioxygène pour tout ça. Donc voilà leur proposition. Merci beaucoup Marie. Donc beaucoup de pistes. Et ce qui est intéressant à travers ce que dit Marie, c'est aussi que voilà, c'est pas simplement je prends un bol, je le retourne, ça fait une serre, c'est qu'il y a des questions en amont. Après, il y a des volontés d'enfants qui vont être, par exemple, de dire non, on veut emmener des animaux. Mais il y a toutes ces questions en amont de la réalisation de l'atelier. Alors sur cette question-là, plus globalement de l'autonomie finalement, est-ce qu'on doit tout transporter en se disant il va falloir tant de boîtes de conserve, tant de bouteilles d'eau pour vivre tant de temps? Est-ce qu'on imagine des systèmes qui pourraient permettre en partie une autonomie sur place et notamment au niveau alimentaire? Alors, je sors d'un atelier où on traitait un atelier avec des industriels du spatial, où on traitait de ce genre de problème. D'abord, il faut distinguer les choses. On ne peut pas parler en général comme ça. Premièrement, il y a la première fois et une occupation tout à fait épisodique. J'y vais, je reviens, et pour moi, c'est un ensemble, point final, j'ai fait une mission. Là, grosso modo, on va emporter tout ce qu'il faut. Après, il y a l'occupation temporaire, partielle, intermittente d'une base permanente qui peut grossir petit à petit, dans laquelle on peut envisager d'autres solutions, bien sûr, que simplement la mission one-shot. Et puis ensuite, il y a l'occupation permanente d'une base par des équipages. J'exclus volontairement toute idée de colonisation de Mars, parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de sens et que je considère même comme criminel de dire qu'on va envoyer des gens vivre dans des bidons pour des générations et des générations. On vit sur Terre, point. Donc, j'exclus ça. Mais si on prend ces trois hypothèses, le one-shot, j'y vais un coup, 2, occupation intermittente, 3, occupation permanente, eh bien, on n'a pas les mêmes réponses. Le one-shot, c'est clair, il faut partir avec tout ce qu'on a. Alors, on peut amener quelques plantes, on peut trouver des solutions presque plus pour des raisons psychologiques qu'autre chose, parce que dans un environnement extrêmement métallique, on a besoin aussi de choses qui varient, parce que l'environnement métallique de la station spatiale, il est très monotone. Alors bon, quand on est près de la Terre, on parle avec les uns les autres, on s'envoie des films, on s'envoie des photos, etc. Quand on va vers Mars, il faut que cet environnement soit enrichi. Et il peut s'enrichir avec des éléments
qui, un, vous occupent, deux, sont capables de vous donner de l'oxygène en régénérant le CO2, le gaz carbonique que vous êtes en train de produire, et troisièmement, qui peuvent éventuellement servir à vous nourrir, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions de ce côté-là, ça sera purement un petit complément alimentaire, mais ça ne peut pas être la chose de base sur laquelle on se fonde. Pour les occupations temporaires, il faut avoir des éléments qui se développent rapidement. Et donc, il faut stocker le gaz carbonique parce que le but essentiel, c'est pour qu'une plante se développe, il faut quelque chose quand même. Il faut de l'eau, il faut des sels minéraux. On espère qu'on pourra en trouver sur Mars. Et puis, il faut aussi du gaz carbonique. Alors, l'homme, il en produit certes à peu près 450 kilos par an, mais 450 kilos par an, c'est pas énorme par rapport à ce qu'il faut pour des plantes avec un rendement qui n'est pas forcément extraordinaire. Et donc, il faut produire ce gaz carbonique, il faudra le stocker. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est envisageable, mais encore une fois, ça ne peut pas être la solution unique d'alimentation et de survie des astronautes. Et ça peut servir simplement à stocker des choses, à économiser sur ce dont aura besoin l'équipage suivant, puisqu'il va toujours falloir vivre avec ce que j'appelle, moi, c'est mon côté agricole, vétérinaire, un an de foin dans la grange d'avance. C'est-à-dire qu'il faut que, quand j'arrive sur Mars, il faut il y a ma mission qui m'attend, et puis de quoi survivre si jamais il y a un problème, je ne peux pas repartir, attendre le vaisseau de secours. Donc, et ça servira à l'équipage qui viendra après. Donc, il faut comme ça avoir cette maintenance, et donc on va économiser sur l'avenir. Et en cas d'occupation permanente, et bien là, bien entendu, on peut envisager quelque chose de plus régulier et qui peut effectivement diminuer les apports qui viendraient de la Terre. Alors, une autre question aussi qui est soulevée, alors aussi bien pour la vie, enfin pour la vie en général et la culture, c'est aussi les températures. Les températures qui sont véritablement très très contrastées, que ce soit sur Mars ou sur la Lune. Sur la Lune, c'est très contrasté parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour les amortir. Donc, je résume, c'est moins 100 degrés, plus 150 degrés autour de l'équateur. Si on est au pôle, ça va être un peu différent, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Et donc, ça, c'est effectivement un problème. Et surtout, il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire que les plantes, je le rappelle, ne sont plantes que parce qu'elles ont de la chlorophylle et qu'elles vivent et se développent avec de la lumière. Vous savez bien que si chez vous, vous laissez vos plantes, vous fermez les volets quand vous partez en vacances, quand vous revenez, vous n'avez plus que des rogatons, il n'y a plus de plantes vertes. Donc, il faut qu'il y ait de la lumière. Donc, sur la Lune, ça pose un problème parce qu'il va falloir apporter de l'énergie au moment où on n'en a pas, puisque à moins d'avoir de l'énergie nucléaire, ce qui est un autre problème, sur la Lune, pendant qu'il fait noir, il n'y a pas d'éoliennes, il n'y a pas de marée motrice, il n'y a plus que des panneaux solaires, mais les panneaux solaires la nuit, ils donnent rien, zéro. Et donc là, on a un vrai problème qui est loin d'être résolu, surtout que vous savez qu'on sait très mal stocker l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qu'on sait très, très, très mal stocker avec un rendement très faible. Et donc là, on a un problème de l'occupation permanente des bases et surtout de maintenir une activité, je dirais, d'agriculture ou d'agronomie pendant la nuit lunaire. Là, je pense que c'est une question qui est loin, dont tout le monde parle, que l'on cache sous le tapis rapidement en disant on va faire des choses formidables, mais la consommation énergétique pour maintenir tout ça et maintenir une température importante à l'intérieur de ces serres. Et je ne pense pas que sur la Lune, on ait des serres qui soient en verre pour recueillir la lumière solaire. Il y aura toujours une transformation, soit avec une lumière artificielle. Je ne pense pas qu'on puisse les exposer directement à la lumière solaire comme ça, parce que ça fait d'énormes surfaces vitrées, enfin d'énormes surfaces transparentes, et la transparence est associée à une fragilité, et pour que cette transparence ne soit pas fragile, il faut qu'elle soit très épaisse, donc on a un problème de masse. Donc, on va être obligé de faire des compromis, ce qu'on appelle des trade-offs en bon franglais, enfin bon, ça s'appelle un compromis entre les différents besoins et les différentes capacités. Je crois qu'on s'orientera vers une culture de type hydroponique, dans des endroits éclairés artificiellement, hydratés artificiellement, avec un rendement relativement important, mais qui ne vivent pas que de l'amour du cultivateur et de l'eau fraîche qu'on lui apporte. Il faut quand même lui apporter aussi le gaz carbonique et les éléments minéraux indispensables à sa survie. Voilà, donc on le voit,
tout de suite, ce n'est pas l'idéal pour cultiver son jardin. La Terre, le gros avantage, c'est que la Terre est très grande et que les consommateurs primaires, que sont les animaux, les mammifères, pour simplifier, les animaux, hein, un peu les bactéries, mais surtout les animaux, sont très peu nombreux en masse. Je veux dire, on a un énorme système tampon. C'est ça qui fait que la Terre est vivable actuellement, c'est qu'elle est énorme par rapport aux consommateurs. Si vous mettez tout ça, il y a eu une tentative de faire une serre, ça s'appelle Biosphère 2, aux États-Unis, dans le Nevada. Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, mais il y avait une raison fondamentale, c'est que c'est pas du tout tamponné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de, si quelque chose ne marche pas, tout s'écroule. C'est un château de cartes. Et la Terre n'est pas un château de cartes, du moins on l'espère. C'est-à-dire que son effondrement est beaucoup plus lent. C'est le réchauffement climatique qui est quand même sur un siècle ou deux, on estime que c'est extrêmement rapide, mais c'est parce qu'il est extrêmement vaste par rapport au nombre d'occupants. Et quand je parle des occupants, je ne parle pas que des hommes, hein, je parle aussi bien des girafes que des souris ou que des abeilles. On a parlé là donc de c'est possible avec toutes les contraintes et toutes les limites. Habiter quelque part, c'est aussi avoir un toit sur la tête. Marie, tout à l'heure, nous a montré donc, le projet d'Elio en souterrain. Est-ce que d'autres projets ont émergé de ces ateliers, en surface peut-être? Je ne sais pas, Marie, c'est à toi de nous dire. Oui, rapidement, je peux vous montrer. Alors, c'était sur la partie numérique, l'atelier en format numérique. On a eu différentes propositions de la part des enfants. Vous voyez en haut à gauche, il y a une proposition là, on n'est pas du tout en souterrain, on est totalement en surface et on a un télescope d'observation donc sur le toit de la maison avec une petite partie aussi potager là, qui est un peu transparente. Et aussi, ce que vous voyez en vert bâché, c'était un garage pour les rovers, pour pas qu'ils prennent trop de poussière pendant la nuit et qu'ils s'abîment. Sinon, en blanc, un peu au milieu, là, c'était un système où dans les longs tubes, donc, il y avait des cabines pour dormir pour les scientifiques, avec différents sas pour si jamais il y a un problème dans une des cabines, eh ben, les autres ne sont pas compromises, avec un espace central pour faire les expériences et avec aussi un sas d'entrée là, tout devant, donc pour permettre aussi de bien rentrer. En bas, on a encore un autre télescope. Le télescope a eu du succès sur les maisons des scientifiques. Avec là, par contre, une partie souterraine, donc une base semi-enterrée. Voici un petit peu ce qu'ils nous ont proposé, les enfants. Par rapport à ces différentes propositions, vos réactions, parce qu'il y a quand même des choses qui conjuguent les missions, les fonctions, qui découpent l'espace, qui sont totalement en surface, mis en surface, mis en souterrain. Est-ce que l'une d'elles retient particulièrement votre attention, par exemple? Alors, il y a une chose qui est notable quand même, c'est qu'il y a un aspect scientifique. Dans tous les dessins qui ont été faits, dans toutes les propositions, ce sont des scientifiques. Alors, il n'y aura pas que des scientifiques, hein, bien entendu. Et justement, il faut peut-être avoir une vision un peu plus large de l'espace, parce que ça peut être une occasion pour des créateurs, pour beaucoup de gens, l'espace doit être ouvert et ne doit pas être réservé à des scientifiques, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent utiliser l'espace pour faire des choses très intéressantes. C'est pas facile à faire, et je peux vous dire que même au sein de l'agence, c'est pas facile à vendre. Mais voilà, moi je sais que sur une des prochaines manips qui va voler en 2023, il y a par exemple une manip musicale qui monte. Voilà, on a réussi à greffer ça là-dessus parce que c'est tout à fait légitime. Donc, il n'y a pas d'identité. Et c'est vrai que c'est un point important. Alors, j'ai vu que quand il parlait d'observatoire, c'était plutôt orienté vers la Lune que vers Mars, si j'ai bien compris ce qui était proposé. Hein. Voilà. En sachant que sur la Lune, d'ailleurs comme sur Mars, l'avantage des observatoires, ce n'est pas des observatoires optiques, mais c'est pour faire de la radioastronomie. C'est-à-dire c'est pour s'abstraire des ondes radioterrestres qui nous polluent beaucoup et qui permettent de faire de la radioastronomie, qui sont une façon de regarder l'univers de façon différente que celle dont on a l'habitude. Alors, ça peut donner des images, mais c'est des images numériques, hein, tout à fait reconstituées. Hein, on peut avoir le ciel en vue numérique, où on voit des sources, des halos, des choses diverses et variées. On peut faire des analyses de la composition des nuages moléculaires, etc. Et on sait que sur Terre, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup trop d'ondes radio. Alors,
Et ça ne s'arrange pas avec la diffusion du Wi-Fi, des portables et des autres Bluetooth, sans compter les militaires, les urgences. Bon, on a un problème d'ondes radio sur Terre qui est important. Et donc, l'idée, c'est effectivement, il y a plusieurs idées qui ont germé déjà pour avoir des observatoires de radioastronomie, donc sur la face cachée de la Lune. Donc, pour la face que là, ils sont protégés des ondes radio de la Terre par toute l'épaisseur de la Lune. Alors là, c'est quand même une protection sérieuse. Quand même. Et alors, si c'était sur Mars, ça serait encore mieux, ça serait encore plus loin. Sylvain Girard, votre réaction aux propositions des enfants sur l'atelier, propositions d'habitat? Déjà, je trouve que les propositions sont très bonnes, dans le sens où, selon qu'ils sont assez jeunes, c'est très sympathique. Après, je pense qu'une des difficultés, c'est qu'il va falloir faire aussi avec les matériaux sur place ou le peu de matériaux qu'on pourra amener. Et du coup, j'imagine que ça sera une des grandes contraintes pour les choix des architectures. Après, c'est vrai que c'est un domaine que je connais très peu, donc je ne saurais pas dire. Mais à mon avis, un peu comme ce que disait Michel, je pense qu'on aura forcément une partie qui sera un petit peu enterrée pour aussi se protéger, parce que j'imagine qu'il peut y avoir des vents pendant les tempêtes ou des choses comme ça, notamment sur Mars, et que peut-être être enterré et offre une protection aussi contre autre chose que les radiations, en fait. Ça, je ne sais pas. L'atmosphère sur Mars est extrêmement ténue, puisqu'elle fait moins d'un centième de l'atmosphère terrestre en densité, en pression. Donc, même les vents très violents sur Mars qui soulèvent de la poussière extrêmement fine ne sont pas dangereux. Les vents ne sont pas renversants. Il n'y a que vraiment seul sur Mars que dans la scène d'inauguration que le vent est renversant, mais ça, c'est justement la chose qui est la plus improbable, la plus impossible sur Mars, parce que c'est toujours pareil. Pour qu'il y ait une action sur quelque chose, il faut qu'il y ait de la masse qui se déplace, et sur Mars, la masse est ridicule sur Mars. Bon. Le véritable ennemi sur Mars, c'est la poussière. Ça, et sur la Lune aussi. Elle est extrêmement fine, on l'appelle régolithe. Alors, ce n'est pas la poussière qu'on a sous le lit, c'est une poussière qui est extrêmement abrasive, qui est capable d'altérer, c'est de la silice, c'est comme le papier émery, c'est beaucoup plus fin que le sable, ça se glisse partout, et il y en aura partout, et ça sera un ennemi, et dès qu'il y a un mécanisme, dès qu'on met un grain de sable quelque part, ça marche moins bien. Si on en met beaucoup, ça marche plus du tout. Et en tout cas, ça s'use beaucoup plus vite. Et donc, c'est vraiment un problème. Le véritable ennemi sur la Lune et sur Mars, ça va être la poussière, dans des conditions légèrement différentes, mais ça sera vraiment, vraiment le gros ennemi. Le gros ennemi, vous venez de le dire, ce sera la poussière. On va passer à un autre ennemi, possiblement, un autre risque. Et celui-ci s'appelle l'être humain, tout simplement. On va arriver au volet un peu psychologique de ces vols, et surtout dans l'hypothèse de vols longs. Déjà, les astronautes qui se trouvent dans l'ISS ont une formation pour, évidemment, physiquement supporter ce contexte totalement différent de celui qui est le nôtre sur Terre, mais aussi pour gérer les conflits, pour faire face à des situations qui sont assez régulièrement constatées quand au moins deux êtres humains se retrouvent ensemble confinés. Il y a des risques, les risques psychologiques. Vous avez parlé lors de la préparation déjà de l'inactivité, c'est-à-dire que là, on est sur des vols qui sont relativement courts. Partir longtemps, c'est 3 ans. Donc, vous parliez de l'inactivité. Vous disiez sur l'ISS, il y a des choses qui les occupent, mais là, ça peut être beaucoup plus long. C'est un phénomène un risque qui est pointé. C'est un risque qui est pointé et qui est étudié, puisque il y a Romain Charles, par exemple, qui a participé à l'expérience Mars 500, donc 500 jours d'enfermement d'un équipage de 6 personnes, vraiment multiculturel. Et donc, il y a plusieurs faits. Premièrement, il y a une sélection. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui se retrouvent par hasard. Donc, les astronautes, ils sont sélectionnés. Et la sélection, elle insiste beaucoup sur les facteurs psychologiques. Donc, il y a une sélection. Deuxièmement, il y a un entraînement. Et comme je le disais, sur la Terre comme sur la Lune, on est proche de la Terre, on peut avoir une conversation. Et ça, c'est important. Et je pense qu'avec le confinement, on s'est aperçu que les conversations, heureusement qu'on avait du Zoom et du téléphone, tout simplement, ou même de pouvoir parler à son voisin par-dessus le mur ou à travers la porte, c'était quelque chose qui était valorisant.
Le voyage sur Mars, qui est très particulier, c'est qu'on va se retrouver de plus en plus loin de la Terre et que là, on ne pourra plus faire de conversation. Hein. C'est bonjour, et puis 20 minutes après, bonjour toi aussi. Et puis 20 minutes après, ça va? Donc, je ne sais pas si vous avez expérimenté des conversations, ne serait-ce qu'avec 2 secondes de délai, mais alors 20 minutes, c'est impossible. Et donc, il va falloir changer de paradigme. Et là, il y a un vrai danger, un vrai risque. Et ça, c'est évalué, c'est pris en compte. Hein. Il n'est pas forcément réglé. Et tout l'art, ça va être de faire des équipages où il y a suffisamment de force pour que les gens s'expriment et fassent valoir leur point de vue et qu'il n'y ait pas un souffre-douleur qui serve de punching ball à tout le monde. Et deuxièmement, avec des gens qui soient suffisamment disciplinés pour qu'il y ait un chef, qui est le commandant de bord, à un moment donné, qui puisse prendre et imposer les décisions nécessaires. Et ça veut dire que, par exemple, on va faire comme… Alors, ça se fait dans des réunions scientifiques actuellement, c'est que pour les objets qui sont sur Mars, par exemple, ce Supercam, par exemple, eh ben, il y a des réunions, donc pour Persévérance, il y a une réunion des scientifiques tous les soirs, et tous les soirs, c'est un nouveau président de groupe. C'est un nouveau président. Ce qui fait que, eh bien, on est obligé de changer. Et sur la station aussi, les commandants de bord, ils ne sont pas commandants de bord en permanence. Ils sont commandants de bord pendant un mois, pendant une semaine, pendant quelques jours, etc. Et donc, on assure comme ça un roulement des responsabilités et de l'autorité. Et ça, c'est voilà, il faut trouver et développer des astuces comme ça. Alors, ce que vous dites me rappelle une émission qui était sur l'émission de Jean Lebrun en février dernier, Intelligence Service, qui traitait de la violence humaine et du phénomène de bouc émissaire. Alain Baquier, qui est ethnologue, parlait d'expéditions en Antarctique et parlait de la violence justement qu'il avait pu constater et prouver lui-même d'ailleurs en milieu confiné entre les individus. Lui-même avec quelqu'un qui était son binôme et qui était un peu sur le même statut que lui. C'est allé jusqu'à la chef de mission qui a dû être isolée du groupe, à qui plus personne ne parlait, dans l'attente d'un bateau qui allait la faire sortir de l'expédition. Et en fait, une fois qu'elle a été partie, eh bien, finalement, le groupe s'est remis à produire un bouc émissaire, une femme aussi en l'occurrence, pour reprendre ce cycle un petit peu de violence. Donc j'imagine que c'est des choses que vous observez attentivement et peut-être qui induisent ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire une forme de rotation dans l'autorité, de façon à éviter aussi ce phénomène de bouc émissaire. Alors, il y a beaucoup de raisons à cela. Bon, d'abord, là, les gens sont quand même, c'est des scientifiques, ils travaillent partiellement, ils sont éloignés puisqu'ils sont répartis sur, bon, il y en a 4/5 aux États-Unis et puis 1/5 en Europe, pour simplifier, et puis il y a peut-être un Japonais en plus, mais bon, c'est pas. Donc, ils sont bien répartis sur l'ensemble, je dirais. Géographiquement, ils ne sont pas ensemble et ils ne peuvent pas se taper dessus. Dans l'espace, il y a eu, je crois, 2 cas ou 3 cas où on a été obligé le sol est intervenu, mais sur la station spatiale, c'est très examiné, ça, par les médecins et par les gens qui suivent les équipages. Alors, je connais un peu moins bien les États-Unis, mais j'ai eu la chance d'aller très souvent au centre de contrôle des vols à Moscou pour les vols à bord de la station spatiale, la station Mir ou de la station spatiale internationale. Et en fait, dans l'entraînement et comme ensuite pendant les opérations, il y a une très forte intimité entre les contrôleurs au sol et les astronautes. Et ça, c'est un facteur, cette capacité de conversation, cette connaissance, cette familiarité au sens famille, pratiquement, entre les gens du sol et les gens qui sont en vol, font qu'il y a beaucoup de choses qui sont désamorcées. Ils peuvent se mettre à part, ils peuvent faire une petite conversation, ils peuvent dire du mal de l'autre sans que l'autre l'écoute et sans que personne, en sachant que ça n'aura aucune conséquence, etc. Il y a des exutoires de cette façon-là qui peuvent se faire, et c'est très observé par les psychologues russes et par les psychologues européens, les médecins européens, quand ils ont des astronautes européens à bord, et américains maintenant aussi. Donc ça, on arrive à désamorcer la plupart des conflits, à revaloriser les choses, parce que, encore une fois, ce n'est pas non plus des gens de la rue, c'est des gens qui ont été sélectionnés, entraînés et qui ont un modèle auquel on peut rapporter la notion d'autorité, d'utilité, la notion d'être indispensable à quelque chose et la notion d'équipage. Le problème, c'est de faire un équipage avec des gens volontaires et pas avec des gens imposés. Donc ça, c'est des choses qui sont… Pour Mars, ça sera beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile parce qu'il n'y aura pas de conversation vocale. Quand on entend quelqu'un parler, on a son émotion. Quand on reçoit un mail,
entre les fautes de frappe, la paresse et la lassitude, on reçoit un texte, bon, il est compréhensible ou pas compréhensible, on peut en déduire des petites choses, mais il n'y a pas cette interaction, cette voix chaleureuse, cette voix désespérée, etc., qu'on est capable de gérer à partir du sol et par la conversation. Ça, avec Mars, on n'y arrivera pas, ou bien par des messages vocaux, mais des messages vocaux qui vont mettre du temps à venir, etc. C'est une gestion qui va être extrêmement difficile et délicate à faire. Mais Mars 500 a montré qu'on pouvait mettre 6 hommes masculins ensemble pendant 500 jours et ils ressortent tous les 5 vivants. Et il n'y en a aucun qui a voulu sortir avant. C'est déjà un énorme succès. Et c'est très… Romain Charles vous en a peut-être parlé, en tout cas, il pourra vous en reparler parce que c'était une expérience extrêmement importante. Et puis, les scientifiques qui ont travaillé dessus, parce que c'était une expérience scientifique, pourraient… Je pense que c'est intéressant d'ailleurs de réunir 2-3 scientifiques et qui donnent leurs avis, leurs impressions là-dessus, puisqu'il y avait des scientifiques européens dans cette aventure. On va arriver à la fin de cette rencontre avec un éclairage, et j'aimerais vous entendre tous les deux sur les raisons finalement de cette quête, de l'intérêt de l'exploration du système solaire. Nous avons reçu 2 mails en amont de cette rencontre, de personnes qui nous disent un peu leurs doutes, leurs questionnements autour du bien fondé de cette exploration spatiale. Alors, l'une nous dit « Pourquoi chercher des réponses dans des espaces pour lesquels nous ne sommes pas faits, avec la dépense d'énergie humaine et financière énorme que cela induit ? Quel est le sens de cette quête insatiable ?» Et elle évoque également le fait de risquer de polluer avec nos machines de métal que nous laissons derrière nous. Et puis une autre, un peu plus lapidaire, dit « Un seul cri, reviens Thomas, mets ton intelligence au service de la vie sur Terre au lieu de courir après des mirages. » Voilà, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, qui est une question que chacun peut se poser, mais finalement, pourquoi aller dans des univers qui sont si loin, si difficiles, presque si inabordables? En fait, à quoi ça sert? Pour ma part, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que l'homme n'a fait que ça. Il a progressé uniquement en essayant de comprendre ou d'aller dans des endroits où il ne pouvait pas aller, en essayant de surpasser les difficultés. Et alors, c'est peut-être mon côté scientifique, mais je ne vois aucune raison de ne pas y aller. Et après, dire par exemple qu'on va polluer Mars en allant envoyer une sonde ou même un vaisseau, je crois que c'est se donner aussi beaucoup d'importance à l'échelle d'une planète. Non, je pense que c'est important. On doit essayer de comprendre les origines de la vie, on doit essayer de comprendre ce qui s'est passé sur Mars par juste la volonté de progresser et de faire avancer la science et notre compréhension un peu de la nature humaine. Michel Viseau? Ça ne sert à rien. C'est comme la recherche fondamentale. Ça ne sert à rien. C'est totalement inutile. Simplement, c'est fondamental parce que sans ça, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de curiosité humaine. L'homme, les sociétés humaines, il y a 2 types de sociétés humaines. Il y a celles qui ne cherchent rien, qui vivent dans le jour. Et ce sont ces civilisations, quand elles en arrivent là, elles sont bloquées, elles sont finies et elles meurent, elles disparaissent. Et puis, il y a ces civilisations humaines qui cherchent des choses totalement inutiles, qui vont vers les pôles. Pourquoi? Parce que ce qui est aujourd'hui inhospitalier, c'était la même chose que les mers, hein, que d'aller prendre un bateau pour traverser, pour aller chercher les Indes. C'était totalement inutile. Puis il y a des gens qui le faisaient simplement pour le faire à un moment donné. Et puis, il y a des gens qui sont allés au pôle, les Shackleton et compagnie, qui ont essayé d'y aller, qui n'ont pas réussi, avec beaucoup d'échecs, avec des morts, etc. Ça ne sert à rien. Simplement, est-ce qu'on connaîtrait la Terre? Est-ce qu'on serait capable de comprendre le fonctionnement du système Terre et de prendre des mesures que l'on prend aujourd'hui, puisqu'on parle de pollution, pour essayer de limiter la pollution et de limiter le réchauffement climatique? Si on n'était pas allé au pôle, si on n'était pas monté en haut du Mont Blanc, si on n'était pas allé à l'Annapurna, mais on ne connaîtrait rien de la Terre. Et si on ne connaissait rien de la Terre, eh ben on aurait continué à se reproduire comme des lapins, et puis à la fin, quand il n'y aurait plus de quoi manger, on serait tous morts. Eh bien là, on essaye de faire mieux que ça, et ça s'appelle d'une part la science. Cette science, elle est le reflet d'une société, alors qui sont beaucoup des sociétés occidentalisées, hein. Alors on peut le regretter ou ça, mais il y a quand même maintenant le Japon, la Chine, l'Inde, etc., qui prennent leur part dans cette recherche, et dans cette recherche fondamentale de connaître et de la connaissance. Alors la connaissance, elle n'a pas une utilité immédiate.
C'est pas aujourd'hui je fais ça et demain je vais soigner, guérir 80% des cancers. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Simplement, cette accumulation de connaissances que l'on acquiert avec l'inutile, eh bien, c'est ce qui nous sert à être des êtres humains dans une société qui progresse, au moins qui change, qui évolue. Et l'évolution fait partie intégrante de la vie, aussi bien des individus, enfin des groupes, des populations que des sociétés, pardon. Les individus, ça ne change rien. Et donc, ça, c'est fondamental d'avoir cette évolution. Et si on ne fait pas ça, eh bien, nos sociétés, elles mourront non pas sur cette pollution générale, mais elles mourront d'elles-mêmes, comme sont mortes les civilisations anciennes qui n'avaient pas d'autre recherche que de construire pour l'immédiat ou pour l'éternité, que je pense aussi bien à des civilisations anciennes chinoises ou égyptiennes. Voilà. Donc, je veux dire, ça ne sert à rien, mais c'est fondamentalement indispensable. Je trouve que ça ne sert à rien, c'est fondamentalement indispensable. Voilà, vous avez résumé et en même temps argumenté de façon magistrale, ce qui peut évidemment éclairer toute la science et toute démarche scientifique en général. Quel calendrier finalement pour se projeter un peu en fonction de tous les verrous qu'on a abordés aujourd'hui? On est quoi? On est sur la deuxième partie du 21e siècle. On est sur quel genre d'horizon sur Mars? Sur Mars, un premier voyage, je dirais, raisonnablement autour des années 2040, peut-être même simplement faire le tour et revenir, parce que ça, on pourrait le faire en 1 an et demi, presque. Et puis, une base permanente, une base même temporaire. Oui, après, moi, je peux pas lire dans la boule de cristal, hein, mais technologiquement, pas avant les années 2050, si on a un développement technologique qui se poursuit au rythme actuel, et je ne vois pas tellement de facteurs d'accélération actuellement pour aller 10 fois plus vite ou 20 fois plus vite. Mais pas avant, et peut-être, parce que voilà, on n'a toujours pas colonisé les déserts. Hein, donc, Alors, je vois qu'il y a une dernière petite remarque dans le chat, peut-être juste avant de conclure. Mais du coup, pourquoi ne pas se limiter à y envoyer des robots de plus en plus sophistiqués? N'est-ce pas suffisant? Il y a deux choses différentes. D'abord, il faut bien voir qu'actuellement, l'exploration, elle a été menée, notamment l'exploration spatiale, mais comme l'exploration avant, par la compétition entre des groupes de personnes, que ce soit des pays, des contrées, des groupes de pays, etc. Donc, il y avait cette compétition. Et puis, à un moment donné, il y a l'homme, s'il peut y aller, il va y aller, il veut y aller. Pourquoi? C'était de Saussure. Pourquoi est-ce que vous êtes monté en haut du Mont Blanc? Parce qu'il est là. Pourquoi est-ce que je vais aller sur Mars? Parce que Mars est là, parce que je sais que je peux y aller et que je peux en revenir. C'est pas facile, j'ai pas toutes les solutions, mais c'est possible, et donc je vais essayer d'y aller. Et le jeu, ce sont des jeux qui ne sont pas forcément des jeux individuels, des jeux d'individus. Maintenant, ce sont des jeux de pays, de rassemblement de pays, et peut-être qu'à la suite de la Station spatiale internationale, ce jeu pour aller vers Mars, ça sera un jeu qui regroupera l'ensemble des grands pays, des grands groupes de pays qui ont des ambitions ou des volontés spatiales. Et donc, mon espoir personnel, c'est qu'effectivement, ce jeu, ça ne soit pas un individu, ce ne soit pas une nation, mais que ça soit une sorte d'ambassadeur de la Terre qui va aller effectivement faire poser le pied d'une femme sur Mars. Merci beaucoup à vous deux. On arrive à la fin de cette rencontre. On termine avec vous ce cycle de 3 rencontres sur Mars, engagées avec le CNES. Et donc, je profite de ce petit temps pour remercier vraiment le CNES et en particulier Anne Teaser pour la facilitation et la participation active à toutes les réunions préparatoires. Les intervenants des 2 premiers plateaux repas, alors du CNES, Guillemette Gauquelin-Cor et Romain Charles, pour les mines d'infos qui ont été transmises à chaque fois avec beaucoup d'enthousiasme. À noter qu'il y avait aussi la participation d'Elisa Leroux et Pierre Bourdier, qui étaient tous les 2 jeunes doctorants de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien du CNRS à Strasbourg. À nouveau, un grand merci à vous deux, Sylvain Girard et Michel Viseau. Merci beaucoup. Pour cette toute dernière rencontre. À bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Un grand plaisir. Merci à vous. Merci à tous et à toutes.